J'ai le sentiment, 6 ans après les faits, étant assis maintenant sur les bancs de la presse et couvrant par le menu en fait ce procès jour après jour, d'être véritablement à ma place et de boucler une boucle, si je puis dire. En effet, j'ai commencé, c'était la question que vous me posiez, par couvrir en fait ces événements en étant immédiatement projeté sur le théâtre des opérations et très très rapidement, comprenant assez vite aussi de quoi il retournait. Le 13 novembre 2015, 131 personnes sont assassinées dans une série d'attentats à Paris revendiqués par Daesh, dont la fusillade au Bataclan qui a fait 90 victimes. 6 ans plus tard, le procès débute avec 20 accusés, dont un seul membre des commandos terroristes encore en vie, Salah Abdeslam. Ce procès historique est suivi par de nombreux journalistes, et notamment par le grand reporter Guillaume Oda, premier journaliste sur place lors de la fusillade du Bataclan et que nous recevons ce matin. Bonjour Guillaume. Bonjour Mickaël. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, avant de parler du procès, je voudrais que vous nous racontiez ce 13 novembre 2015. Ce 13 novembre 2015, c'est une funeste soirée dont tout le monde se souvient. Et pour ce qui me concerne, j'étais tranquillement chez moi en train de regarder le match de football France-Allemagne. J'ai, comme tout le monde, entendu cette première déflagration qui ne m'a pas fait réagir plus que ça. Souvent, les supporters font exploser des pétards pour manifester leur joie X ou Y. À la mi-temps, toutefois, je regarde le compte-rendu d'un des envoyés spéciaux de iTélé, la chaîne pour laquelle je travaillais, lequel dit deux choses. Il dit, c'était pas en fait un pétard de supporters, c'est plutôt un explosif d'origine agricole. Et puis deux, il signale que le président François Hollande vient de quitter les lieux de manière assez urgente. Premier petit signe. Je me dis, tiens, c'est drôle quand même, le président de la République quitte en plein milieu un match France-Allemagne. C'est un peu particulier. Là, un coup de téléphone, un de mes amis m'appelle, un peu paniqué, en me disant, Guillaume, il y a une fusillade pas très loin de chez nous, je ne sais pas ce qui se passe, c'est vers la belle équipe, je ne comprends pas exactement, ça a beaucoup tiré, il y a des gens étendus. Je me dis, waouh, c'est un peu bizarre, deux informations comme ça qui se suivent. Et puis je reçois un SMS, on me dit fonce au Bataclan, Guillaume, il y a un truc qui se passe, c'est la sidération. Je prends mon petit scooter, je m'habille et je fonce, j'arrive, j'habitais pas très loin du Bataclan, j'arrive peu avant 22 heures. Et au moment où j'arrive, en effet, il y a un état de sidération absolue. C'est-à-dire qu'en fait, ça tire encore à intervalles réguliers à l'intérieur de la salle de concert. Moi, je garde mon casque sur la tête parce que je sens bien qu'on tire à l'arme de guerre. En tout cas, j'entends le claquement sec de ce que peuvent être des rafales de Kalachnikov, qui est un son quand même assez particulier. Des policiers nous demandent un peu sidérés et paniqués ce qu'on fiche là. On nous demande de déguerpir. On leur dit qu'on est journaliste. Je suis avec Pierre Terjman, qui lui est arrivé sur les lieux, qui est un photographe avec lequel j'ai beaucoup travaillé, notamment en Israël et dans les territoires palestiniens. On continue. Moi, j'aperçois un peu plus loin une colonne Vigipirate qui est derrière un camion blanc qui ne bouge pas, des hommes, des militaires qui sont armés, et encore à intervalles réguliers, en fait, des tirs à l'intérieur de la salle de concert. Des policiers à l'extérieur avec de seules armes de poing qui cherchent un peu paniqués dans les rues voisines si des terroristes sont en fuite ou alors s'ils sont en train d'être seuls à l'assaut dans cette salle de concert de laquelle on ne peut pas approcher parce que l'état de sidération est vraiment très important. On voit des premiers spectateurs qui sortent prostrés, paniqués, terrifiés, qui disent ça tire à l'intérieur et qu'on soigne en urgence dans les premières cages d'escalier alentour. Voilà pour les premières images qui me saisissent, voilà pour l'état de sidération. Et là, je comprends, et on se le dit d'ailleurs avec Pierre, on comprend que là, on est en train de tourner une page et que ça sera plus jamais comme avant ici en France à ce moment-là. Il y avait eu les attaques de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher entre le 7 et le 13 janvier 2015, qui avaient sonner un premier coup de semonce, si je puis dire. Mais là, on se le dit à ce moment-là avec Pierre Terjman, on est entré dans une autre dimension. On le sent parce qu'on voit en fait les yeux
des policiers qui sont vraiment paniqués avec de seules armes de poing. On voit du sang sur le trottoir, on voit des blessés qui commencent à sortir et qui eux aussi sont totalement paniqués. On voit les premières équipes de secours arriver et tenter de soigner comme elles le peuvent les premiers blessés, très très gravement et grièvement blessés. Et puis, au fur et à mesure de la soirée, le cordon de policiers se met en place. On est écarté et éloigné de cette salle de concert, puisque un assaut un peu plus tard de la BRI, de la Brigade de recherche et d'intervention, va avoir lieu. Hein, des hommes qui sont très, très lourdement armés, qui sont là pour libérer autant d'otages que possible et neutraliser les terroristes qui sont encore à l'œuvre, si je puis dire, à l'intérieur de la salle de concert. J'ai un ami, parce qu'il y a une télé qui tourne sur l'un des cafés du Bataclan, qui m'envoie un SMS qui me dit: Ouais, je t'ai vu, parce que je faisais des directs, quoi, concrètement, pour iTélé. Et il me dit: J'étais à l'intérieur de la salle de concert. Je l'appelle immédiatement. Il me raconte sa nuit en enfer. Il était sur ce tapis humain, vraiment, hein, ce sont les mots d'ailleurs employés par les policiers à la barre en ce moment au procès, ce tapis de corps dans la fosse. Et lui était entre des gens extrêmement blessés, des gens morts sous ses yeux. Il me raconte l'état de frayeur et de panique. Et moi, je retraduis ça à l'antenne jusqu'à 6 heures ou 7 heures du matin. Je me souviens de m'être levé le lendemain matin vers 11 heures, 3 heures de sommeil à peine, d'avoir entendu la revendication de l'État islamique, de Daesh, made in les frères Klein, dont on a parlé dans ce procès-là récemment. J'ai été sur les lieux à nouveau, évidemment, cordon de sécurité, beaucoup de fleurs, déjà de mots, de gens qui évidemment se sont réveillés choqués comme tout le monde, hein, en France à ce moment-là. Et moi, je me souviens en effet d'avoir un peu entre deux directs commencé un peu à vaciller. C'est-à-dire que voilà, j'ai vécu à Jérusalem pendant 4 ans. J'ai souvent travaillé à l'étranger sur des zones de guerre. Et systématiquement, pour moi, le meilleur moment, c'était la place dans l'avion du retour, quoi. C'était le meilleur moment parce que je rentrais en France et que j'étais content. Et là, on a quelque chose qui se téléporte, qui se projette en France. Et en effet, à ce moment-là, ouais, j'ai senti que ça allait vaciller. Alors après, j'ai eu quelques informations assez rapidement policières. J'ai su que l'enquête, elle allait se déporter vers la Belgique et Molenbeek parce qu'on avait retrouvé dans les voitures des assaillants et des terroristes des tickets de parking de Molenbeek. Donc moi, j'ai su assez rapidement que ça allait se passer en Belgique et j'ai tracé et j'ai suivi l'aspect très policier de la traque des terroristes à la fois en France, en Europe et puis sur des terrains un peu plus marécageux parfois. Alors Guillaume, ce procès est déjà qualifié d'historique. Mais pour vous, à titre personnel, le fait de suivre ce procès, vous tweetez tous les jours, plusieurs centaines de tweets déjà sur les audiences. On sent que quelque chose dans votre vie, quelque chose de personnel, il y a quelque chose de personnel dans votre manière de couvrir ce procès. Bah, c'est pas faux ce que vous dites, Michael, dans la mesure où j'ai un peu le sentiment qu'en fait, bon, ces terrains de guerre, je dirais, c'est un peu ce que j'ai un peu toujours fait dans ma carrière, ou en tout cas en grande partie, je les ai fréquentés. Tout à coup, la guerre, elle se projette du théâtre proche-oriental, donc de Syrie-Irak, qui était à ce moment-là en fait le bastion de l'État islamique jusqu'en France, Et en bas de chez vous. euh, en bas de chez nous, en effet, exactement. Donc du coup, là, il y a quelque chose qui se percute et qui vient percuter en fait une espèce de réalité dans laquelle on s'est inscrit, où on se dit de toute façon, en fait, la guerre et le terrorisme, c'est à l'étranger, c'est pas chez nous, ou très peu, ou à la marge, ou de manière épisodique, parce qu'il y a une histoire du terrorisme en France qu'on peut et qu'on doit raconter. Euh, Après, personnel, là où je vous rejoins, c'est qu'en effet, j'ai le sentiment 6 ans après les faits et d'être le sentiment également étant assis maintenant sur les bancs de la presse et couvrant par le menu en fait ce procès jour après jour, d'être véritablement à ma place et de boucler une boucle, si je puis dire. En effet, j'ai commencé, c'était la question que vous me posiez, par couvrir en fait ces événements en étant immédiatement projeté sur le théâtre des opérations et très très rapidement, comprenant assez vite aussi de quoi il retournait, parce que ce sont des dossiers que je suis depuis un petit moment. Et en effet, 6 ans après, être sur les bancs de la presse dans ce palais de justice, de cette cour d'assises spécialement composée, avec cette idée que
une démocratie s'empare à un moment donné de ce qui a été une de ses plus grandes cicatrices, une plaie qui est probablement pas encore refermée. J'ai le sentiment en effet d'être à ma place pour couvrir cette histoire. Et pour finir, je dois même vous avouer que là, on entre dans les 5 semaines qui vont être en fait 5 semaines qui sont dédiées à la parole des victimes et des parties civiles, donc des femmes, des hommes, des proches de victimes décédées qui viennent à la barre raconter leurs douleurs personnelles, leurs récits, leur vie bousculée, leur trauma psychologique et leur syndrome post-traumatique, comme on appelle ça, PTSD. Et je dois en fait avouer qu'en fait, je réalise d'abord à quel point ça va être extrêmement dur pendant 5 semaines d'avoir à affronter, si je puis dire, et même raconter ces récits-là. Mais surtout, d'ailleurs, ça va être dur pour celles et ceux qui les racontent, hein, avant tout les victimes. Mais je me rends compte qu'en fait, j'avais complètement, en fait, je dirais, mis de côté, en fait, ces histoires de victimes. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je me concentrais sur les faits, sur la traque des terroristes, sur l'organisation, la planification de ces attentats. Et je me rends compte là, maintenant, dans la salle d'audience, que je ne m'étais pas du tout concentré, en fait, sur ce que ces hommes et ces femmes avaient véritablement vécu dans leur chair. Je suis resté à un niveau très planification, organisation, élaboration de cette attaque très sophistiquée, hein, une projection vraiment d'un commando terroriste depuis la Syrie, en passant par l'Europe, la Grèce, jusqu'à la Belgique et la France. Je suis resté à ce niveau-là, et là, peu à peu, j'entre dans ce que vont être les récits extrêmement puissants, extrêmement forts des femmes et des hommes qui sont les victimes du 13 novembre 2015. Alors, est-ce que vous avez publié, je l'ai dit, des tweets? Est-ce que c'est finalement, est-ce qu'on pourrait dire comme Joseph Kessel, est-ce que vous sentez que vous êtes un témoin de l'histoire? Alors, j'aurais certainement pas la prétention d'être de me comparer à Joseph Kessel. Ceci dit, en effet, pour moi, c'est une référence et ses jugements derniers, puisqu'il s'agit du livre auquel vous faites référence, Michael, sont pour moi, en effet, des textes qui Oui, sont des rappelons que références. Joseph Kessel a couvert le procès Pétain, le procès de Nuremberg et le procès Eichmann, et ça a été publié d'abord sous forme d'article, puis sous forme d'un livre, vous l'avez dit, jugement dernier. Est-ce que quelque part, vous voyez dans la continuité de ces journalistes qui ont couvert pendant des semaines, parfois des mois, des procès historiques, et on l'a dit, le procès des attentats du 13 novembre est un procès historique en France. Alors, je ne sais pas si je suis dans la continuité parce qu'en fait, on entre dans ce procès, pour être très honnête avec vous, Michael. C'est-à-dire que maintenant, ça fait 3 semaines, on est dans la 4e semaine. C'est un procès au long cours, un procès fleuve, hein, comme on l'a dit, qui va durer 9 mois. Donc, est-ce que j'ai conscience d'être un de ces journalistes qui couvrent l'histoire? C'est un peu difficile à dire. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est qu'en effet, les moments où la justice rencontre l'histoire, ils ne sont pas fréquents. Vous avez cité le procès Eichmann à Jérusalem, Nuremberg, Pétain, que Joseph Kessel a couvert, vous l'avez très justement dit. Ils sont très fréquents. Et par contre, ce dont j'ai conscience, c'est qu'en effet, oui, le procès du 13 novembre, il fait partie de ces moments-là. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on sent, et là vraiment, ça va s'étaler sur 9 mois. Et encore une fois, moi, mon intention, c'est d'assister à l'intégralité de ce procès. Ce qu'on sent, c'est la mécanique judiciaire qui se met en route, véritablement tel un rouleau compresseur qui, à un moment donné, va imposer sa vérité judiciaire à travers des constatations policières, des rapports d'experts froids et méthodiques, des témoignages de victimes. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de s'intéresser à la place qu'on donne aux victimes, parce qu'un procès au pénal, c'est d'abord le procès des accusés. Or là, par un espèce de renversement, mais qui est lié à l'idée qu'il y ait 1765 parties civiles, on donne la parole aux victimes. Et forcément, moi, quand je suis sur le banc de la presse, là, je me dis, mais qu'est-ce qui traverse l'esprit en fait des accusés de ce box, et au premier rang desquels Salah Abdeslam, dont on a beaucoup parlé, hein, qui est le membre survivant de ce commando terroriste du 13 novembre. Qu'est-ce qui leur traverse l'esprit? Et moi, je me dis qu'en fait, la réponse qu'offre la France et cette cour d'assises spécialement composée sous la présidence du juge Périès, c'est justement sous le feu roulant de l'expertise, du témoignage, des rapports, des constatations, c'est d'imposer petit à petit, lentement, mais comme un rouleau compresseur,
ce qu'est la vérité judiciaire. Et ce qui est hyper important également, je trouve, c'est que donnant la parole également dans ces proportions-là, parce que 5 semaines de suite, donnant la parole à des victimes de ces attentats, c'est quand même c'est assez inédit dans l'histoire de la justice et surtout dans un procès au pénal, parce qu'il y a ces questions-là. Mais c'est en fait l'occasion qui est donnée à ces victimes de confronter en fait les accusés dans leur box et sur leur banc à leurs responsabilités et en fait aux dommages qu'ils ont perpétrés et ce funeste soir du 13 novembre 2015. Et je crois que là, en fait, pendant 5 semaines, si j'ose dire, hein, je mets 1000 guillemets, j'aimerais pas être à leur place parce qu'ils vont se prendre en pleine figure, à un moment donné, la réalité personnelle de ce qu'ils ont infligé à, en tout cas, 1765 parties civiles constituées. Ce qui est quand même, d'un point de vue judiciaire, extrêmement d'abord important. Il faut que ça soit fait. Mais c'est moi, je vous avoue que c'est une question que je me pose. Est-ce qu'à un moment donné, eux, ils vont un peu vaciller? Est-ce qu'ils vont être déstabilisés? Est-ce qu'ils vont parler? Est-ce qu'ils vont entrer par le menu dans le détail de ces opérations ou rester sur une ligne de crête qui est la leur? Et Salah Abdeslam est sorti à plusieurs reprises. Là maintenant, il commence à parler, mais il reste dans la provocation et dans une propagande assez classique qui est celle de l'État islamique. C'est en mode, vous nous avez bombardés, on s'est vengé, c'était pas personnel, c'est la France qu'on visait. Mais là, en phase 2, maintenant, il y a des gens qui vont raconter leur histoire personnelle. Et ça, je trouve ça très, très intéressant. Est-ce qu'il s'agit d'histoire? Est-ce que ça fait histoire pour répondre à votre question, Mickaël? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est un moment, oui, en effet, qui est extrêmement intense. Merci pour ce témoignage, Guillaume, et bon courage pour la suite de ce procès qui s'annonce en effet difficile, y compris pour les journalistes qui doivent suivre, vous l'avez dit, pendant 5 semaines les auditions des parties civiles. Merci, Guillaume. Mais je vous en prie, à bientôt, Mickaël.